Après la vapeur, l'électricité, l'informatique et Internet, nous assistons aujourd'hui à une révolution qui, selon certains spécialistes, s'apprête à changer radicalement le cours même de notre évolution en tant qu'espèce, l'intelligence artificielle. Selon une étude récente, près de 88% des entreprises de la planète utiliseraient déjà l'IA dans au moins un aspect de leur activité. Un autre rapport de 2025 montre que près d'un adulte sur deux de par le monde se servirait de l'IA générative au travail ou dans la vie quotidienne, une adoption qui a grimpé de 10% en une année. À l'échelle mondiale, l'enjeu est colossal. L'IA pourrait ajouter jusqu'à 15 points de croissance au PIB mondial d'ici 2035. Autrement dit, pour l'Algérie, il ne s'agit plus d'un gadget parmi tant d'autres, mais d'un changement profond, capable de redéfinir la production, la connaissance et la prise de décision. Une dynamique qui s'accélère encore avec le déploiement de la 5G dans notre pays, une technologie qui réduit fortement la latence et permet de traiter des volumes de données jusqu'ici inaccessibles en temps réel. Dans ce reportage, nous avons choisi de nous arrêter sur 5 domaines où l'intelligence artificielle transforme déjà les usages. 5 champs d'application où l'Algérie pourrait, à certaines conditions, se mettre sur les starting blocks des plus grandes nations technologiques. S'il est un domaine où l'irruption de l'IA a d'abord suscité de la méfiance, c'est bien celui de la recherche fondamentale. Longtemps perçue comme une boîte noire, difficilement compatible avec l'exigence de traçabilité scientifique, elle est aujourd'hui en train de devenir un levier majeur d'accélération et de découverte. Le cas le plus emblématique reste AlphaFold, développé par Google DeepMind, capable de prédire la structure tridimensionnelle des protéines avec une précision inégalée. Une avancée qui a déjà bouleversé la biologie moléculaire, comme nous l'explique le docteur Nazim Bouatta, chercheur à la Harvard Medical School du Massachusetts. Il se trouve qu'une grande partie des maladies dont on souffre sont d'origine génétique, mais bien au-delà, sont liées à des protéines qui n'ont pas la bonne structure. Et donc, ça a été une question très importante. Pendant un demi-siècle, de brillants esprits ont essayé d'attaquer le problème sans vraiment réussir à trouver donc cette fonction prédictive. Le grand tournant a lieu en 2020, où Google DeepMind, dans un premier temps, à l'aide de l'intelligence artificielle, à la surprise des experts, a réussi pour la première fois à prédire, avec une résolution quasiment expérimentale, la structure des protéines à partir des séquences. Et du jour au lendemain, ça a radicalement changé la manière dont les biologistes, certainement les biologistes structurales, se sont mis à utiliser les outils. Alors moi, je peux par exemple souligner mon expérience à Harvard. Avant AlphaFold, mes collègues expérimentateurs étaient, à raison, assez sceptiques quant à l'utilisation des outils computationnels. Mais l'adoption a été extraordinaire et je pense qu'il est même correct de dire que ça a été l'adoption la plus rapide de software en sciences. Avec ses étudiants, le Dr Bouatta a créé OpenFold, une alternative en open source à la solution de Google. Résultat, accélération de la découverte de médicaments, modélisation de maladies complexes, amélioration des diagnostics, les retombées dans le domaine médical sont déjà tangibles. Évidemment, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Je citerai par exemple un exemple particulier. Généralement, quand on parle de médecine et de thérapeutique, il s'agit de trouver des molécules chimiques qui peuvent inhiber par exemple des protéines qui sont impliquées dans certaines maladies. Mais pour commencer ce processus de découverte de molécules chimiques, il s'agit de comprendre comment ces molécules vont interagir avec les protéines. Et donc avec cette technologie aujourd'hui, on peut faire des simulations à grande échelle et prédire la manière dont ces molécules peuvent interagir avec les protéines. Donc avant cette technologie, avant cette IA très spécifique, généralement on devait toujours faire appel aux expériences, au laboratoire. C'était empirique, les expériences restent le juge ultime, c'est là où on fait le test, mais le problème dans la médecine, c'est que faire appel systématiquement aux expériences ne nous permet pas d'explorer l'espace très large de la chimie. Les expériences sont coûteuses, elles prennent du temps. En moyenne, on dit que 90% des programmes thérapeutiques donnent lieu à des échecs.
aucune autre industrie ne pourrait survivre avec un taux pareil. Évidemment, la médecine est très particulière. Il s'agit de résoudre des problèmes très importants pour les humains. Et donc, l'espoir, c'est que ces technologies pourraient ouvrir des cheminements nouveaux où on peut explorer des idées à grande échelle sur des ordinateurs. De mon point de vue, on est au début de la technologie. Même les territoires les plus inattendus sont concernés par la révolution de l'IA. La littérature, longtemps perçue comme un sanctuaire de la créativité humaine, est à son tour traversée par ces outils. Aujourd'hui, des études parlent de 66% des auteurs dans le monde qui déclarent recourir régulièrement à des outils d'intelligence artificielle pour produire du contenu. Dans le monde académique, 92% des étudiants les utilisent déjà dans leurs travaux quotidiens. Warda Bailish, polytechnicienne, a choisi d'assumer pleinement cette hybridation en publiant son second ouvrage, Scrollfall, coécrit, sans complexe, avec l'IA. Pour moi, je vois l'intelligence artificielle comme une extension de moi-même. Je ne vais pas vraiment tout déléguer à l'IA, et c'est pour ça que j'ai fait énormément d'allers-retours pour sortir ce livre. Et je l'assume complètement parce que vous le verrez en fait parmi les premières pages, si vous avez l'occasion de l'acheter lors du salon du livre, vous verrez qu'en face de mon logo, j'assume complètement effectivement que ça a été co-rédigé avec l'intelligence artificielle. Au-delà du sentiment, c'est plutôt de se poser la question de... Lorsque moi j'appose ces informations que je dis effectivement j'utilisais l'IA, je me pose tout le temps la question de est-ce que ce que je suis en train d'écrire n'est pas déjà existant? Est-ce que je suis pas en train de récupérer du contenu qui est déjà existant ou d'un auteur potentiellement ou de réflexion internationale? Donc ce que je faisais, c'est que je prenais vraiment mes réflexions, que je mettais dans le prompt. Donc au niveau en fait du texte, c'est pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un prompt. Donc lorsque je dialogue en fait avec ces systèmes intelligents, dans ce texte-là, je mets vraiment mes réflexions en mettant dans les configurations du chat GPT comme quoi je ne veux pas enrichir le modèle, parce que du coup j'aurais transmis toutes mes idées pour enrichir le modèle chat GPT. Donc je conserve en fait ces idées, selon ce qu'on pense, et aussi de me dire que quelque part c'est vraiment mon ADN que j'ai dans le livre. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai structuré de cette manière, et c'est vraiment en fait une impulsion qui vient du terrain, c'est la réalité du terrain. Mon deuxième livre qui a été écrit par l'IA, coécrit par l'IA, mais le premier pas du tout. En fait, c'est Morsoul. C'est un mouvement, en fait, c'est l'un des mouvements que je lance dans mon premier livre, c'est qu'on ait beaucoup plus d'âme dans ce qu'on fait aujourd'hui. Surtout à l'ère technologique, c'est ce que vous disiez au niveau de l'humain, que reste-t-il de l'humain? Si nous, on n'a pas cette conscience numérique, cette lucidité numérique, à quelque part, on va perdre l'humain, parce que toutes ces technologies peuvent facilement nous effacer. Cette pratique soulève des questions inédites, notamment en matière de propriété intellectuelle. Dans ce contexte, certaines technologies comme la blockchain sont évoquées pour garantir la traçabilité des œuvres et limiter le plagiat. Ce que je pourrais proposer, c'est comme... en fait, on a la même idée, c'est la partie blockchain, mais pas que. C'est-à-dire de pouvoir en fait identifier quelles sont aujourd'hui les œuvres existantes, par exemple les livres existants, mais au-delà de ça aussi tous les sites internet, c'est-à-dire tous les articles que nous avons sur les sites internet sont menacés en fait d'être récupérés et donc d'être plagiés ou juste simplement copier-coller, disons comme on le connaît aujourd'hui. Donc de récupérer toutes ces informations, de les stocker dans la blockchain, mais aussi de les identifier, c'est un travail qui est assez lourd, sauf que moi ce que je crains, et c'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse vraiment ce travail qui semble assez complexe, c'est que les récits peuvent être en fait réinventés. Si on mêle le deepfake, donc en fait le fait de créer en fait des vidéos, des voix, du texte complètement faux, inventé de toutes pièces, qu'est-ce qui va rester de notre histoire, qu'est-ce qui va rester de notre culture, de nos traditions? Et donc c'est vraiment des réflexions que je mène et de trouver quelles sont les solutions. La blockchain pour moi c'est vraiment la fondation, mais ajouter à la blockchain il faut qu'on trouve d'autres solutions parce que c'est un peu complexe aujourd'hui d'embarquer la blockchain au niveau international. C'est pas une technologie si simple que ça. Donc voilà, c'est une réflexion que je mène. Autre terrain en pleine recomposition, le droit. Un univers structuré
structurés par des corpus massifs de textes où l'intelligence artificielle, les fameux LLM, excelle. Recherche d'articles précis, analyse de contrats, détection d'incohérences, les usages se multiplient. Sid Ahmed Belkadi, fondateur et CTO de Soned, travaille précisément sur ces problématiques. L'intelligence artificielle, une fois appliquée au droit, elle influence directement le gain de temps sur la partie recherche. Avant, on recherchait différentes sources exhaustives, non exhaustives, mais qui étaient réparties sur différentes bases. Site web, Google, un site référentiel ou pas, genre ADP. Et toujours était-il que on allait juste avoir accès au PDF et on devait toujours lire. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On pose une question en langage naturel, donc on expose un cas juridique concrètement. Et derrière, il y a le système qui va analyser la requête et il va performer une recherche ciblée, détaillée, segmentée sur les textes. Il va récupérer tous les textes, par exemple, législatifs, réglementaires, actes administratifs et jurisprudence, et par la suite générer une réponse où les citations sont de mise. Donc chaque paragraphe est cité tout en affichant les sources. Oui, il y a différentes manières. Il y a aussi, ça c'est pour la partie recherche, donc il fait la recherche, il fait une sorte de prélecture. On peut aller un peu plus loin, l'analyse de contrat, où on peut vraiment analyser clause par clause et faire attention à ce que l'une des clauses n'annule pas une clause sur une autre page. Donc le contexte sémantique d'un document juridique est très important à maintenir. Et là, l'IA, elle permet de naviguer et les recherches, enfin les textes juridiques, mais aussi d'analyser des contrats complexes, longs, qui en temps normal pour une première lecture prendraient une semaine, voire 10 jours. Aujourd'hui, c'est en même pas 2 minutes. Mais cette automatisation pose aussi une question plus importante, celle des hallucinations. Ces fameuses erreurs générées par les LLM qui peuvent produire des références juridiques fausses ou carrément inexistantes. Le problème des hallucinations est un problème qui se pose aussi d'ailleurs. Récemment, il y avait un papier publié à ce sujet. Il s'appelle Hallucination Free avec un point d'interrogation, dans lequel on peut lire que LexisNexis AI, le tout dernier outil de LexisNexis qui est une sommité en matière de textes juridiques en Europe et aux États-Unis, il hallucine à hauteur de 17%. Et les assistants de Reuters, Harvey, récemment sur LinkedIn, un professionnel américain a partagé que Harvey AI, l'une des meilleures plateformes disponibles aux États-Unis, hallucine. Et pourquoi? Parce que l'hallucination vient d'un souci technique qu'on appelle microcompression qui se passe entre le GPU et le réseau de neurones suite à l'invariance des chaînes de caractères qui sont transmises. Et à partir de ce moment-là, le réseau de neurones, vu qu'il n'a pas assez de ressources allouées par le GPU, il va se mettre à générer plus du plausible que du vrai, même s'il a une source à citer, par exemple. Il peut halluciner, il peut, c'est-à-dire, voir qu'il a des données et partir tout seul vers une généralisation qu'on ne lui a pas demandé. À ce moment-là, on a besoin d'avoir une sorte de data contract. On crée un contrat de données où le LLM ne peut plus générer un modèle de données qui n'existe pas dans le système, et c'est une manière d'encoder le métier. Dans le commerce, l'intelligence artificielle devient un outil de traçabilité, de sécurisation et de lutte contre la contrefaçon. En Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 10% des médicaments seraient des produits contrefaits ou de qualité inférieure. Un enjeu de santé publique majeur, selon Razim Meliani, vice-président de l'Association africaine de la distribution pharmaceutique. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 10,5% des médicaments en circulation dans les pays à faible et moyen revenu sont des médicaments soit contrefaits, soit de qualité inférieure ou sous-standard. Dans certains pays subsahariens, ce taux arrive jusqu'à 30%. Et l'impact il est économique, il est socio-économique et surtout c'est un impact sur la santé des patients. Donc ça augmente la résistance antimicrobienne. Aussi on remarque une perte de confiance dans le système de santé. Donc il y a un impact bien sûr sur la mortalité. Donc c'est un fléau qu'il faut traiter et on a une chance aujourd'hui d'avoir cette technologie. C'est une technologie qui va nous permettre, nous en tant que distributeurs
pharmaceutiques d'appliquer et d'accélérer la mise en place des bonnes pratiques de distribution des médicaments. L'IA permet notamment de suivre les chaînes d'approvisionnement, d'identifier les anomalies et de maintenir à jour les référentiels en fonction de l'évolution du cadre réglementaire. On le sait tous, la colonne vertébrale des bonnes pratiques de distribution des médicaments est la documentation. Donc ces outils d'IA nous aident à rédiger cette documentation et aussi à la mettre à jour de façon automatique selon l'évolution réglementaire. Ça, c'est un premier cas d'usage qui est très intéressant. Le deuxième cas d'usage, pour que ces procédures ne restent pas sur les bureaux et soient adoptées par nos équipes logistiques, on peut utiliser cette technologie comme un assistant terrain pour nos équipes logistiques pour répondre à toutes leurs questions et aussi pour les former en continu. Ça, c'est aussi très intéressant. Et le troisième cas d'usage, en cas de déviation, où cette technologie nous aide à pré-rédiger les rapports et à nous aider à prendre les meilleures décisions pour y remédier. Le secteur éducatif, et plus particulièrement le e-learning, connaît lui aussi une transformation rapide via l'IA. Personnalisation des parcours, adaptation en temps réel au niveau de l'apprenant et bien évidemment généralisation des contenus pédagogiques. Omar Ali Yahya, fondateur de Biform, s'inscrit dans cette dynamique. L'utilisation de l'IA dans la formation, on peut l'utiliser de multiples façons, bonnes et mauvaises. Les bonnes façons, c'est de se servir de l'IA pour pouvoir collecter des données de masse, pour pouvoir créer des programmes de formation, pour pouvoir éventuellement tester le niveau de nos programmes par rapport à ce qui se fait avec des éléments comparatifs. Donc l'IA, elle a quand même l'agilité de chercher partout, de lire vite et de comparer rapidement. Donc ça, c'est la partie la plus intéressante. Après, dans tout ce qui est e-learning, vu que nous sommes dans ce domaine, on peut utiliser des IA pour pouvoir analyser des résultats d'apprenants, créer des systèmes de gamification pour éventuellement comparer les performances des différents apprenants, délivrer des badges de façon intelligente, côté assiduité, côté performance, côté résultats, côté timing. Ça, c'est la partie aussi qu'on peut intégrer dans les plateformes de formation pour pouvoir faire ça. Donc la mauvaise façon, par contre, d'utiliser l'IA dans la formation, c'est de demander génère-moi un programme de formation tel. Donc ça, l'IA, c'est un outil qui choisit toujours la facilité. L'IA croit bien faire parce que en choisissant la facilité, elle économise des tokens et les tokens économisés, donc pour elle, elle a vraiment bien fait. Ce qu'il faudrait, c'est beaucoup plus faire de la recherche, travailler sur des programmes vraiment de façon intelligente et automatiser surtout les tâches répétitives au lieu de compter sur l'IA pour pouvoir générer la totalité des métiers. En Algérie, plusieurs contraintes structurantes apparaissent. D'abord, la question de l'hébergement des données, qui est encadrée par la loi 1807 relative à la protection des données à caractère personnel. Elle impose notamment que la data sensible soit stockée sur le territoire national ou soumise à autorisation pour transfert à l'étranger. Une exigence de souveraineté numérique qui suppose des infrastructures locales solides. En Algérie, nous avons une contrainte. La contrainte, c'est notamment la loi 1807 et la 2511 de protection des données. Donc, intégrer ce genre d'outils, par exemple, dans des plateformes e-learning, dans des sites web algériens, c'est pas très légal, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que les IA, comme ChatGPT, Claude, Perplexité, font avec nos données. Du coup, là, ça change complètement la donne parce qu'il va falloir créer, développer, entraîner des IA locales.
pour faire ça, il y a des contraintes d'infrastructure. Bon, en Algérie, on a un très très grand manque en termes de cartes graphiques notamment, sachant que les modèles IA fonctionnent exclusivement sur des cartes graphiques qui restent extrêmement chères et extrêmement rares, même à l'international. Vu que les géants absorbent toutes les productions des grandes marques pour leurs propres besoins, du coup, il ne reste plus grand-chose pour les marchés émergents comme le nôtre. Dans Le Bon, la Brute et le Truand, Clint Eastwood tient Eli Wallach en joue et lâche cette réplique devenue culte. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Aujourd'hui, la ligne de fracture est ailleurs. Elle sépare ceux qui vont comprendre, maîtriser et intégrer l'intelligence artificielle dans leurs usages, leurs métiers, leurs décisions, et ceux qui resteront sur le bord de la route, dépendant d'outils conçus ailleurs. Dans ce paysage technologique en pleine mutation, où la concurrence est féroce, l'Algérie a une carte à jouer, celle de la matière grise, de la formation, de la recherche et de l'innovation. C'est une belle fenêtre de tir pour notre pays, mais qui ne restera pas ouverte très longtemps.